Vous savez, dans la vie d'un fan de JoJo, il arrive un moment où on ne peut plus éviter ce sujet tabou, the elephant in the room comme on dit. Il arrive un moment où on doit prendre ses responsabilités en tant qu'homme, du pilier, et confronter le JoJo par les cornes. Il arrive un moment où même si ça fait mal, il faut retirer cette écharde logée dans le petit doigt. Ouais, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du film live action de JoJo's Bizarre Adventure, sorti en 2017 et réalisé par Takashi Miike, ou Mikey pour les intimes. Je me suis dit qu'il était de bon ton de changer un peu de registre sur cette chaîne, et de faire un petit peu de revue critique pour une fois. Parce que bon, c'est bien connu que sur la chaîne de JoJo, on ne fait que de la branlette intellectuelle et de la surinterprétation, en utilisant des mots compliqués, qui bien évidemment ne veulent rien dire, cela va de soi, hein, et qui sont juste là pour faire beau, n'est-ce pas? Rentrons direct dans le vif du sujet, car j'ai absolument pas d'idée pour une belle introduction comme j'en fais d'habitude. Le film live de JoJo adapte plusieurs chapitres de la partie 4 Diamond is Unbreakable. Précisément, il adapte l'arc d'Angelo Rain et celui des frères Nijimura. Le fait qu'ils aient choisi d'adapter Diamond is Unbreakable est parfaitement logique en soi, et de toute façon je vois pas comment ils auraient pu en être autrement. T'imagines un dio japonais toi? Je ne prendrai pas la peine de faire une partie spoil et une partie sans spoil, pour la simple et bonne raison que si vous avez vu ou lu Diamond is Unbreakable, et je pense que c'est le cas si vous m'écoutez, vous avez basiquement vu ce film. Bon par contre je vous préviens tout de suite, je vais éviter de mettre trop d'extraits du film sinon je vais me faire charcuter par YouTube. Avant de rentrer dans l'analyse plus profonde, il m'incombe de vous dire ceci. Ce film, j'ai littéralement attendu plus de 2 ans pour le voir. Ou plutôt, ne pas le voir serait plus correct en fait. Il est sorti en août 2017, et je l'ai vu en fin décembre 2019, ça vous donne une idée de mon enthousiasme à son propos. Le film live de JoJo, c'est un petit peu cette limace en plein milieu de ton allée le matin. Elle est là, tu la vois, elle te voit, tu l'évites, t'essaies de pas y faire attention, et quand tu reviens le soir, elle est toujours là. Et tu te dis, bah merde, il faudrait peut-être que je pense à la décaler, genre la mettre dans l'herbe, parce que ça fait pas très propre. Résultat, 3 mois plus tard, son cadavre gît toujours au sol dans l'allée. Bref, trêve d'analogie poétique, ce film. Je n'avais aucune attente, aucune expérience pour lui. Il ne m'intéressait pas d'un iota. Et lorsque j'ai enfin entrepris de le visionner, je suis parti dans l'optique que de toute façon, ça serait jamais pire que cette hérésie, cet affront éhonté qu'était le film live Dragon Ball Evolution. Partant de ça, le film live JoJo gagnait déjà 3 points en compteur. Bon, après on va pas se le cacher, je m'y connais pas plus que ça en film live action. Hein. Mais tout le monde sait qu'ils ont pour la très grande majorité une réputation absolument merdique, et qu'ils se font allumer par la critique les uns après les autres. Ajoutons à cela que je ne suis pas particulièrement fan du jeu d'acteur japonais, surtout quand on le confronte aux performances des doubleurs de manga, qui, si elles manquent d'une authenticité certaine et sont bien souvent exagérées par rapport à la réalité, ont le mérite d'avoir un semblant d'âme et de vie, ce qui n'est pas le cas du jeu de certains acteurs. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, hein, ça ne se discute pas. Pour autant, je me suis dit, tentons de rester un minimum objectif. Je ne vais ni faire mon fan puriste et élitiste de JoJo, qui se complaît dans son arrogance et qui dit que « ouais, de toute façon JoJo c'était mieux avant, vous voyez ». Je ne vais pas non plus faire mon mec indulgent et miséricordieux et être dithyrambique sur ce film, tout ça parce que justement c'est JoJo. On ne peut pas tout pardonner à JoJo. Et sincèrement, ce film aurait pu être un désastre bien pire, disons-le. Je pensais à un foirage d'un tout autre niveau, quand le résultat final m'a pas paru si absurde que ça. D'autant plus que JoJo's Bizarre Adventure n'est clairement pas le manga dont l'adaptation est la plus aisée à réaliser. Alors attention, je ne dis pas que c'est un bon film, hein, loin de là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce film n'est pas mauvais uniquement en vertu de son rapport à JoJo. Il est aussi mauvais en vertu de son rapport à la science du cinéma, ce qu'on verra plus tard. Les points positifs. Les stands en CGI sont étonnamment bien foutus, sérieusement. Crazy Diamond ou The Hand sont juste super beaux. L'animation de Aqua Clay est particulièrement fluide. À mon sens, c'est clairement le point positif de ce film, et peut-être le seul véritable intérêt à le regarder en fait. De voir à quoi un stand ressemblerait dans la vraie vie, c'est vraiment cool. Ils auraient pu se foirer de ouf sur cet aspect de JoJo, mais ils s'en sont bien sortis, concédons-le. En tout cas, niveau budget, l'addition a quand même dû être particulièrement salée. J'espère pour eux que la Fondation Speedwagon a sponsorisé ce film. D'ailleurs, moi j'aimerais bien que mes vidéos soient sponsorisées par la Fondation Speedwagon. Clin d'œil, le travail sur les costumes est plutôt pas mal. Même s'ils sont très simplifiés, on va pas se le cacher, ça manque de cette fantaisie stylistique épicée propre à JoJo. Ils auraient pourtant dû mettre le paquet là-dessus franchement. Certaines idées visuelles sont très bonnes et assez recherchées. Et la retranscription de certains décors comme la gare ou la maison hantée des Nijimura fait super bien le café. Ils ont aussi bien su retransmettre ce sentiment de huis clos symptomatique de certains passages de Diamond is Unbreakable.
J'allais chercher d'autres points positifs à ce film, mais en fait je crois qu'on a déjà fait le tour. Du coup maintenant je vais vous résumer très brièvement le film, ce qui va me permettre de bien appuyer ses défauts. Notre histoire commence dans ce hameau de paix en bord de mer japonais, devenu mythique, inspiré de la ville d'enfance d'Iwaraki lui-même et de ses atours bucoliques, ses élégantes maisons, son café français, sa boulangerie huppée. Je veux bien sûr parler du Bronx. Ah merde, attendez, on me dit dans l'oreillette que j'ai mal lu. Mais non, nous sommes bien à Morio. Alors oui, rigolez vous autres, mais quand le film commence, je me sens clairement pas à Morio. Déjà, le film débute par une course-poursuite avec Angelo Rain, dans une atmosphère lugubre digne des plus grands polars coréens. Mais en plus, regardez-moi comment c'est crasseux, il y a des tags et des loupards partout. On est loin des petites frappes de lycéens du manga. L'ambiance ghetto Gangster's Paradise, c'est Vento Reo, hein, pas Diamond is Unbreakable. Alors avec tout mon respect pour les habitants du Bronx, mais au début du film, je le répète, le Morio de ma jeunesse est à des années-lumière. Hashtag rendez-nous Morio. Qu'il y ait quelques différences avec l'introduction de l'œuvre originale, d'accord, mais là je me demande vraiment si je regarde Jojo ou Old Boy en fait. Bref, Angelo Rain fait son Angelo Rain et taunte ouvertement le grand-père de Josuke. Puis, il y a Koichi qui arrive à Morio et s'installe dans sa chambre et... Koichi ? Mais c'est quoi cette merde ? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, sérieux ? L'acteur de Koichi. Parlons-en parce qu'il vaut qu'on s'arrête sur lui. Sérieusement, dans ce film, on se demande ce qu'il a pris avant de tourner en fait. C'est un mauvais jeu d'acteur ou bien il est tout simplement bourré parce que des fois il tire des gueules, on dirait qu'il en revient juste pas quoi. Si vous voulez mon avis, il y a un petit peu des deux là-dedans. Alors à la décharge du réalisateur, trouver un abo d'1m20 avec des cheveux gris et la coupe de Guile de Street Fighter, ça devait pas être évident, je l'admets. Regardez-le sur son vélo, tout guiré avec sa gueule de premier de la classe. J'espère qu'il va se manger le trottoir, tiens. Donc Koichi va à l'école, et chemin faisant, il rencontre des loupards qui veulent lui prendre son goûter. Le célèbre Josuke Higashikata, qui passait dans cette ruelle sombre et malfamée, vient donc à sa rescousse. Ouais, c'est ici les choix. Josuke Higashikata qui visiblement a confondu les rôles de Jotaro Kujo adolescent et Josuke Higashikata parce que le mec tire une gueule pas possible tout le long du film. Il lui manque cette sincérité et cette sympathie exudée par le personnage de Josuke. En fait, il fait son Josuke en mode vénère t'as dit quoi sur mes cheveux, mais pendant tout le film. Jamais il fait le gaffeur ou le mec posé. Après, est-ce résolument sa faute ou celle de la direction qui voulait en faire un mec badass outre mesure? Je ne sais point. Parce que déjà, ils ont refait son introduction à lui aussi, hein, si vous voulez savoir. Ici, ce n'est pas Josuke qui se fait embêter, mais bien cette petite victime de Koichi. Et donc Josuke vient à son aide, et tout le passage de la tortue passe à la trappe. Au moins ils ont pas maltraité un animal pour le tournage, c'est déjà ça de gagner j'ai envie de vous dire. Donc Josuke casse la gueule de tout le monde. Ils vont à l'école, et Koichi se fait draguer par Yukako Yamagishi, qui veut le torturer avec un cahier d'exercice d'anglais. Ah, quel monstre! Les cahiers d'exercice d'anglais, le pire instrument de torture qui existe pour un japonais. Attendez, quoi? Yukako Yamagi quoi? Que fait Yukako putain de Yamagishi dans ce film? Yukako elle est censée apparaître scénaristiquement à l'épisode 7, qui débute l'arc qui lui est dédié, et qui se passe bien après les événements dépeints par le film. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, dites-moi? Ah mais oui, j'avais oublié, on est au Japon donc il faut des meufs partout sinon ça marche pas hein. On pouvait pas se contenter de mettre juste Tomoko comme seul personnage féminin, il fallait mettre une étudiante japonaise dans l'eau, bah oui. Yukako qui d'ailleurs ne servira strictement à rien si ce n'est de rallonger inutilement la durée du film et de faire un peu de cabotinage avec des gueules effrayantes. Bon au moins l'actrice qu'ils ont prise pour jouer le rôle a les mêmes sourcils que Yukako, c'est déjà ça j'imagine. Mais supprimer les passages de Yukako aurait rendu le film plus buvable et ils auraient même pu se permettre d'étoffer d'autres points du scénario. Mais enfin, sex sells hein, comme on dit dans le jargon. Du coup, Koichi, toujours avec son vélo, dont il a l'air extrêmement fier, se ramasse finalement la gueule. Tiens, ma prière a été exaucée quelques minutes plus tard. Mais ce cassage de gueule n'était que dans le but de nous introduire au mythique, au légendaire homme étoilé, la figure d'Épinal de JoJo's Bizarre Adventure, Jotaro Kujo. Et là, mes amis, c'est le drame. On en vient à un des gros problèmes de casting de ce film. L'acteur qui joue Jotaro. Alors certes, l'acteur en lui-même a une certaine prestance, on peut le lui reconnaître. Mais c'est quoi ce Jotaro vieux crouton et tout maigrichon? Il est censé avoir 28 ans dans la partie 4, pas 52. Vous connaissez cet adage qui dit que Jotaro ne vieillit jamais malgré les années qui passent? Et bah là on dirait limite qu'ils ont voulu se moquer des fans en nous mettant à Jotaro à la limite de la retraite. Quelle direction artistique justifie de modifier aussi drastiquement l'essence d'un personnage aussi crucial? Je ne sais point. Non mais franchement... Oh, regardez-moi ce Flo avec sa casquette arrachée. Je sais même pas si j'ai envie de rigoler ou de pleurer. Les deux en fait. Du coup Jotaro parle des stands à Josuke, et si tu sais pas c'est quoi un stand, accroche-toi pour comprendre hein. Mais Sasuke Uchiwa s'en bat littéralement les couilles puisqu'il préfère se taper toutes les groupies du coin. Pendant ce temps, le grand-père de Josuke pousse de la fonte.
D'ailleurs, il effectue très mal son curl biceps. Il devrait réduire sa charge parce que déjà qu'il est pas tout frais, mais si en plus il se casse les deux bras, Josuke est totalement abruti par ses jeux vidéo, Angelo attaque, il tue le grand-père bodybuilder et s'en prend dès lors au jeune adolescent rejoint par Jotaro. S'ensuit une assez bonne scène de bataille où on voit clairement qu'ils ont cherché à faire de l'économie sur les CGI pour la deuxième partie du film, en faisant des plans très écliptiques et presque brouillons dans leur conception. Josuke fracasse Angelo et on passe à l'arc des Nijimura. Tiens, je viens de faire un jeu de mots sans me rendre compte moi. Et là, il y a la scène d'enterrement du grand-père de Josuke dans un cimetière espagnol. Ah mais si, on n'est pas au Japon, je vous le jure, regardez, ils ont même pas pris la peine de gommer le nom de la tombe adjacente. Et sans transition aucune, Josuke quitte l'enterrement de son grand-père comme un gros malpoli qu'il est pour poursuivre Keiichiro Nijimura dans la maison hantée de Disneyland Paris. Puis, il tombe sur Okuyasu Nijimura, qui tente tant bien que mal d'imiter le charisme ultime de Okuyasu dans l'anime, mais c'est difficile, Niveau costume ça passe, par contre il a toujours l'air aussi con, ça c'est très bien, rien à dire là-dessus, 20 sur 20. Pendant ce temps, Koichi, en total roue libre, qui avait visiblement consommé de la Purple Haze sur le plateau, se fait marave la gueule, et son jeu d'acteur au plus bas menace de perdre la vie à tout instant. Et là ça se tape dans la maison dans un florilège d'effets spéciaux et de CGI de bonne facture, pour lesquels ils ont totalement vidé les caisses du film, ça se voit tout de suite. La scène de baston est pas mal, quoique un peu longuette, et par moments manquant de dynamisme. Personnellement, j'infère que ce manque de dynamisme est dû aux acteurs qui devaient s'imaginer en train d'interagir avec des stands pour le film. Stands qui, bien évidemment, n'existent pas lorsqu'ils jouent, et dans ces conditions, est difficile de pas avoir l'air d'un idiot fini. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et là, on en vient à l'un des pires moments du film. Un dialogue interminable entre Okuyasu et Josuke. Ah mon dieu, ce dialogue était tellement chiant, sans saveur, sans dynamisme, que j'en ai éteint le film pour m'y remettre le lendemain. J'en ai fait des cauchemars de cette scène. Le dialogue est tellement long que j'ai eu le temps de me faire une raclette et de me remater l'intégrale du Seigneur des Anneaux en version longue. Non bon je rigole mais vous voyez le genre. Bref, ce sermon interminable s'achève enfin, la baston reprend, et Koichi veut faire son show à invoquer son stand, qui se rétame la face par terre. Comme quoi, même le film le respecte pas ouvertement. Vient ensuite la scène de la découverte du père des Nijimura. Évidemment, aucune mention à Dio pour expliquer son état, on sait pas pourquoi il est comme ça. Ah, attends, cette chaleur corporelle localisée au niveau du cœur, ce petit frétillement dans le nez, cette petite vapeur humide qui mérite les yeux, serait-ce l'émotion qui m'anime? Ressentirai-je enfin quelque chose pour ce film? Mais oui, ça y est, je sens une forme de compassion qui émane de moi face à la tristesse de la relation familiale des Nijimura. Ce film m'a fait ressentir quelque chose. Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais cher Art Attack, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais tu ne devais pas apparaître avant moi l'épisode 22. Mais ça y est, je suis en train de pleurer. Je voudrais comprendre ce qui se passe. Et voilà pourquoi ce film perd autant de crédit à mon sens. Cette scène à elle seule a suffi à rendre un film qui n'était pas si nul que ça, un film qui ne faisait pas si honte que ça à JoJo's Bizarre Adventure, en un film totalement incohérent d'un point de vue scénaristique. Venons-en à la conclusion. Le premier défaut de ce film n'est pas son véritable manque de fidélité d'adaptation ou un manque de volonté du réalisateur. Le scénario a été dans les grandes lignes respecté, on n'a pas eu des éléments centraux qui ont été totalement réinventés ou réinterprétés, la philosophie des stands est là, les personnages sont là, il n'y a pas de vieux personnage tarabiscoté qui a été inventé spécialement pour le film et qui bouleverse le scénario. On sent que de base, il y a de bonnes intentions, il y a quand même une volonté de pas totalement détruire Jojo. Le problème, c'est tout simplement le traitement filmique et scénographique des chapitres qui ont été adaptés. C'est beaucoup trop long. Je n'insisterai pas assez là-dessus. La science du rythme n'est absolument pas maîtrisée dans ce film. Des phases de dialogue beaucoup trop longues, sur des plans fixes beaucoup trop longs, sans variation de sens, sans aucune dynamique, une gestion de l'espace douteuse, le tout exacerbé par la performance des acteurs, qui, si elle n'est pas si mauvaise que ça, en toute honnêteté, n'est clairement pas transcendantale. Le meilleur acteur restera sans aucun doute le grand-père de Josuke, mais déjà c'est un personnage secondaire, et en plus il meurt au bout de 40 minutes de film. Alors certes, recontextualisons bien la chose, c'est un film de 2 heures, on ne peut pas se permettre d'adapter plein d'intrigues, plein de chapitres de l'œuvre originale, tout en restant cohérent scénaristiquement et surtout visuellement. Parce que t'imagines 2 heures de film, ça fait au bas mot 6 épisodes de Jojo mis bout à bout. C'est juste pas possible comme rythme pour un spectateur qui se trouve dans l'optique de visionner un film de cinéma.
Oui, un film de cinéma, ça fait très bizarre dit comme ça, mais t'as compris l'idée. Donc, un film avec un cycle cinématographique bien défini. Genre, il te faut une introduction, il faut bien qualifier ta situation d'énonciation, il te faut des péripéties, des résolutions, et surtout une conclusion cohérente. Même si elle ouvre sur plusieurs pistes et qu'elle n'est pas fermée, ce n'est absolument pas un problème, mais il faut quand même une conclusion cohérente avec l'économie globale du film. On n'est pas là pour voir du cinéma d'auteur ultra profond et qui s'affranchit des codes de son art, non non non, ça aurait été le meilleur moyen de faire encore plus de la merde. Et fort heureusement, le réalisateur n'est pas tombé dans cet écueil de la réinterprétation à outrance à la Dragon Ball Evolution. Ah, parce que sinon putain, t'imagines le gars il réinterprète le système des stands où il te sort une connerie du genre le père de Josuke, c'est Jotaro ou des bails comme ça. Ah mais vous pouvez vous moquer et trouver ça ridicule, riez à la simple mention de cette perspective, mais n'oubliez pas qu'il y a des réalisateurs démoniaques, cachés quelque part dans le monde, qui sont capables de ce genre de félonie. Ça existe, c'est réel. Reste que cette prise de liberté scénaristique sur quelques éléments de scénario de base, c'est quand même très limite. Même si cette prise de liberté n'est pas énorme pour certaines d'entre elles, c'était clairement pas la bonne décision vraiment. Le coup de Yukako, encore. Ça passe, allez, on va dire ok, mais Sheer Heart Attack qui tue le frangin Nijimura, juste non, non. Le second problème de ce film, c'est qu'il s'engouffre, et ce, quoi qu'il arrive, dans le dilemme de concilier deux visions antithétiques d'une seule et même œuvre, celle d'un néophyte qui ne connaît absolument pas JoJo's Bizarre Adventure et qui regarde quand même le film, et celle d'un fan averti qui du coup connaît parfaitement le scénario de base et qui n'arrivera jamais à suspendre son jugement et sa connaissance de l'œuvre le temps du film. Et à mon sens, c'est un aspect beaucoup trop ambivalent du système du film live. Le film live, par essence, ça adapte plus ou moins librement un manga ou un animé. Et ce type de film joue sur un rapport de complicité avec les lecteurs ou les spectateurs du manga qu'il adapte. Imaginez dès lors la difficulté pour un réalisateur d'adapter une partie de JoJo où les stands sont un fait totalement acquis et connu du spectateur qui a vu le manga, avec la vision vierge d'un néophyte qui ne sait déjà même pas c'est qui Jotaro. C'est beaucoup trop difficile à faire en l'espace de 2 heures. Il faut faire un choix, soit on prend le parti de faire un film qui part de zéro, soit on assume entièrement que le public connaît déjà l'œuvre et que donc il a des attentes bien définies pour le film qu'il va voir. Je concède au réalisateur qu'il a malgré tout su conserver un semblant de cohérence au niveau de la présentation des personnages. Donc une personne qui connaît pas Jojo peut à la limite s'y retrouver là-dessus, mais sincèrement, ça va pas plus loin que ça. C'est impossible de dire que le film ne vise pas les fans de JoJo, et donc qu'on doit lui pardonner tout écart d'adaptation et sa modulation du scénario de l'œuvre de base. Tout ça parce qu'il faut aussi penser aux spectateurs qui ne connaissent pas JoJo's Bizarre Adventure. Ce film est fait pour les fans de JoJo, il n'est pas fait pour convertir un public à une œuvre qui lui est inconnue. Ce film est primairement fait pour les fans, ça saute aux yeux, genre Jotaro qui parle en anglais à Joseph à un moment par exemple. Diamond is Unbreakable, c'est une des parties les plus iconiques au Japon, et forcément, quand tu vas voir ce film, et comme tu connais l'œuvre de base, tu sais éperdument qui est Yoshikage Kira, tu sais ce qu'il est, ce qu'il fait, et sa fonction dans la narration. Alors pourquoi mettre Sheer Heart Attack qui n'a absolument aucune cohérence à ce moment précis? C'est du pur fanservice agrémenté d'un gros fuck à Red Hot Chili Peppers. Et faudra pas me faire croire que créer Red Hot Chili Peppers en CGI c'était chaud quand ils ont aussi bien reproduit les autres stands. Déjà que les chances de voir une suite sont maigres, mais en plus, ils se limitent encore plus scénaristiquement en retirant une cartouche de leur fusil, et qui plus est, une très grosse, car le stand de Akira Otoichi, il est super important dans la première section de la partie 4. Le spectre de Kira plane bien assez sur le film, on nous dissémine plein de petites références subtiles au tueur, et en plus, à la fin du film, ils mettent carrément le teaser de Kira qui de base est la scène d'introduction dans le manga, vous suivez? Donc le coup de Sheer Heart Attack pour teaser Kira était une pure aberration inutile. Comment peuvent-ils justifier de manière cohérente que Sheer Heart Attack vienne défoncer Nijimura alors que de base Kira s'en bat totalement les couilles du groupe de Morio jusqu'à ce qu'ils viennent le faire chier? Kira est un être profondément méthodique qui ne va se confronter à ses adversaires que s'il n'en a l'extrême nécessité. Pourquoi il irait chercher tout ce beau monde dans la maison Nijimura et à ce moment précis? Dis-moi. Peut-être qu'ils ont fait ça parce que... Mais ta gueule toi! Cette scène est une insulte à Kira et Red Hot Chili Peppers. Et même Jotaro nous le montre, regardez bien. Mais non, pas ça, non. Ah oui voilà, c'est mieux comme ça. Non, je ne fais pas mon puriste de JoJo, je l'ai dit au début de la vidéo que je ne le ferai pas, même si c'est difficile de ne pas être pédant là-dessus, il faut le dire. En vérité, j'aurais clairement préféré que l'auteur prenne une autre liberté scénaristique, comme, je sais pas moi,
Angelo Rain et Keiichiro Nijimura qui se font une bouffe dans un resto et qui parlent de la vie, la famille, tranquille, de tout de rien. Ah merde, pardon, j'avais oublié. Ça existe aussi dans le film, ça. JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable chapitre 1. Film précurseur d'une saga vouée à péricliter avant même sa deuxième itération, aura au moins eu le mérite d'expérimenter une formalisation cinématographique d'une œuvre qu'on pourrait penser tout bonnement inadaptable. Ah je sais, je me sens plus pour cette conclusion. Loin de procurer au spectateur l'exégèse filmique d'une œuvre à la portée si magistrale, le film de Takashi Miike se démarque par sa prouesse technique au niveau de l'adaptation des stands à l'écran, qui sont un très gros point fort du film, et un élément qui aurait pu être totalement bâclé, voire foiré. Ça veut dire quoi exégèse? Eh bah va voir sur Google mon petit pote. Ce film, c'est adapter l'inadaptable sur 20. Voilà. Eh n'empêche, t'imagines s'ils avaient fait un film live action sur, je sais pas moi, tiens, l'attaque des Titans par exemple. Comment? Ils en ont déjà fait un? Non, deux? Sorti la même année? Non, tu mens, non. Oh my God!